au paradis, bienvenue au cœur du domaine de la Rouillère, entre la commune de Gassin et la commune de Ramatuelle. Je suis aujourd'hui avec Bertrand Le Tartre, l'heureux propriétaire de ce magnifique domaine. Bonjour Bertrand. Bonjour Agnès. Alors tu nous as donné rendez-vous effectivement dans ce point magnifique où nous pouvons apprécier les 140 hectares de cette propriété, donc 45 sont exploitables en vigne. Exactement. Comment es-tu tombé amoureux de ce coin et de ce domaine en particulier? Alors tout à fait par hasard. Bon, je connaissais bien la région puisque même tout petit, je venais déjà avec mes parents. On louait une maison dans la baie des Canoubiers. Je me souviens qu'on avait même fait un petit radeau avec des pneus de camion et des bois de bambou. Et il y a des photos de moi avec mes frères, de mes 3 frères, sur ce radeau. Et au milieu de cette baie de Canoubiers, il n'y a que des petits bateaux de pêche. On est dans les années 60 à peu près. Donc je connaissais bien la région. Après, j'ai acheté une maison pas très loin d'ici. Et puis, par hasard, c'est pendant la sieste, tranquillement, je lisais la revue Côté Sud. Et je vois une annonce, vignoble presqu'île de Saint-Tropez à vendre. Et ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça, et donc effectivement, comme tu me le disais, ça a été le coup de foudre quand tu as rencontré cette propriété. J'étais pas du tout prêt à acheter une propriété viticole, mais quand je l'ai vue, j'ai monté ce petit chemin bordé d'oliviers avec des lauriers au milieu et cette bastide au bout nichée sur la colline. Et j'en suis tombé amoureux. Voilà. Et je l'ai acheté, je l'ai visité en 97 et je l'ai acheté en 98. Voilà. Alors je précise que Bertrand est lillois, est un industriel, issu d'une génération, de 4 générations d'industriels. Il disait que hier que tu as attrapé le virus du vin. Oui, on peut le dire comme ça. Le virus, parce que j'étais pas, je veux dire, je suis lillois, donc à Lille, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de vignes, il y a plus de la bière que du vin. Et en fait, quand on commence à s'intéresser à la vigne, c'est pas bien un produit, c'est un métier, je veux dire, très complet et extrêmement passionnant. Alors c'est un métier dont tu suis absolument toutes les étapes avec Magali, parce qu'il faut savoir que non seulement il y a eu un coup de foudre avec le domaine, mais il y a eu ensuite une histoire d'amour avec une femme qui aujourd'hui veut rester discrète, mais qui est celle qui fait le vin, notamment depuis 3 ans, et qui d'ailleurs est un vin qui a remporté de nombreuses médailles l'année dernière. Oui, on a eu 2 médailles d'or à Paris et une médaille de bronze. Et on a eu aussi une belle référence dans le guide Hachette, aussi pour les rosés. Voilà, donc c'est une aventure humaine, ça a d'abord été une rencontre avec ce domaine, puis une rencontre avec Magali, puis toute une construction, puisque aujourd'hui vous êtes passé d'une production de 70 000 bouteilles à 250 000. Exact. Vous avez donc une superficie importante. Je partage avec Magali cette passion où on peut échanger beaucoup de choses, parce que la vie c'est très vivant, ça change tout le temps, jamais rien n'est acquis. Une technique est bonne aujourd'hui, demain elle est mauvaise, et donc une chasse l'autre, si je puis dire. Et donc c'est intéressant parce que c'est tout le temps en mouvement. C'est vivant. C'est très vivant. Et d'ailleurs, je crois qu'un des professeurs qui t'a un peu initié à la vigne au départ disait que la vigne te rend ce que tu lui donnes. Oui, la vigne c'est un végétal qui est extrêmement solide. Il s'adapte à beaucoup de terrains, à beaucoup de terroirs. Mais il faut l'aimer, il faut lui donner beaucoup. Et si on lui donne, comme me disait ce professeur, tout ce qu'on donne à la vigne, elle vous le rend, me disait avec son accent. Et il m'avait même dit, parce que comme j'avais beaucoup travaillé pour améliorer le vignoble, on avait fait tout ce qu'il fallait, on avait hercé, traité, amendé, mis d'engrais, etc. Et en fait, la première année, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Et je lui avais dit, je comprends pas, puisque vous m'aviez dit que tout ce qu'on donnait à la vigne, ça allait le rendre. Puis finalement, ça rend pas. Et il m'avait répondu cette phrase formidable. Il m'a dit, mais vous savez, la vigne, elle se souvient. Ça voulait dire, tu leur donnes une année, c'est bien, mais faut pas t'arrêter là, quoi. Et effectivement, au bout d'un moment, on voit que la vigne revit. Je veux dire, comme dit Magali, ça peut paraître un peu naïf, mais c'est vrai. Elle sourit, elle est bien, et on la sent bien. Voilà. D'ailleurs, en pleine période de sécheresse comme nous avons actuellement, si vous regardez le vignoble, les feuilles sont vertes. Exactement. Alors justement, tu m'expliquais hier que précisément la façon dont le cheval dégage le pied de vigne permet aux racines de descendre jusqu'à 6 mètres, donc de se gorger d'eau. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Le cheval, on l'utilise maintenant depuis 3 ans. Ça fait 3 saisons que nous l'utilisons. On revient à des anciennes méthodes finalement, mais il y a parfois des anciennes méthodes qui sont beaucoup plus efficaces que les nouvelles méthodes. Pourquoi? Parce qu'un cheval, il arrive à bien nettoyer
les pieds des vignes, hein, on voit, hein, c'est sur ces vignes. Tout à fait. Il entoure bien le pied de vigne, et surtout, dès que ça accroche un petit peu, le cheval s'arrête. Alors que le tracteur, lui, bêtement, il continue. Donc il n'abîme pas le pied de vigne. Et donc ça lui permet de bien nettoyer autour du pied de vigne, et notamment de couper ce qu'on appelle les racines à la française. C'est ces racines qui se développent de façon horizontale. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est que la vigne aille chercher l'eau au fond de la terre. Et donc elle peut aller, dans ce cas-là, comme on lui coupe les racines horizontales, elle va chercher au fond. Et là, on va jusqu'à 6-7 mètres de profondeur, ce qui fait qu'en période de sécheresse comme maintenant, bah, la vigne elle a toujours de l'eau. Si on fait pas ça, bah, la vigne elle meurt. Alors ce vin La Rouillère, comment tu le définirais? D'abord évidemment il y a 3 couleurs, le rosé, le blanc qui a donc été médaillé aussi cette année et le rouge. Le rosé, je sais qu'évidemment tu étais dans cette volonté de faire un rosé clair, ce qui sont les rosés j'allais dire qui plaisent aujourd'hui, et fruité. La Rouillère, comment tu le définis? Quel est le caractère de La Rouillère? Alors le caractère de la Rouillère, c'est d'abord un vignoble de propriétaire récoltant. J'insiste beaucoup sur ça parce que pour moi c'est important. La noblesse du métier, c'est d'être propriétaire récoltant. C'est-à-dire que la bouteille de vin, le vin qu'on a dans ce verre, c'est du vin qui vient des vignes de la propriété. Donc qui a été récolté dans la propriété, qui a été vinifié, mis en bouteille et distribué par la propriété. Et ça c'est très important. Donc le consommateur, il a un produit original qui vient d'origine. Donc ça c'est très important. Et ensuite, le rosé de la Rouillère, bah, c'est d'abord un rosé de goutte essentiellement, hein, ce qui permet d'avoir un jus extrêmement parfumé et la quintessence du raisin, puisque c'est le premier jus qu'on utilise pour ce vin qu'on a sur la table. Alors tu disais que le secret du rosé aussi c'était le froid. Voilà. Le froid. D'où les vendanges qui commencent depuis à 3 heures du matin que tu as fait cette année, une semaine à l'avance à cause de la sécheresse. À cause de la sécheresse, on a été obligé de démarrer un peu plus tôt parce que le raisin commençait à sécher et de toute façon on avait déjà l'acidité et le degré suffisant pour récolter. Alors on récolte à froid pour 2 raisons. La première, c'est d'éviter de prendre de la couleur, puisque en fait dans le raisin la chair elle est blanche hein, et la peau est rouge et c'est la peau qui donne la couleur. Et donc avec la chaleur, par capillarité, en fait, très rapidement, on prend de la couleur sur la chair. Et c'est ce qu'on veut éviter. Et la deuxième raison, c'est qu'on veut éviter les fermentations anarchiques. Donc le raisin, s'il est chaud, les levures anarchiques, donc des levures qui viennent de n'importe où, de la terre, qui viennent, et à ce moment-là, on n'a pas le vin qu'on souhaite. Et nous, on veut avoir un vin avec des levures sélectionnées par nous. Alors, je te pose une petite question, puisque je sais que c'est comme une entreprise familiale, où véritablement c'est une aventure partagée. Tu me disais aussi qu'il y avait l'intervention très singulière d'un anesthésiste dans l'affaire. Ah oui, très important, l'anesthésiste. Très important. Raconte-nous ça. Puisqu'en fait, donc, la chaîne du froid sur laquelle je reviens, c'est que, en fait, on vendange à froid, mais ensuite, on ramène très très vite à la cave le raisin, ce qui est important, et ensuite, on va le refroidir. On a un système qui permet de refroidir le raisin, et donc, il va aller au pressoir à 12 degrés. Et donc, il y a le moins de prise de couleur possible. Et ensuite, quand on va commencer la fermentation, on va la commencer à 15 degrés et on va la finir à 18. Ce qui permet d'avoir, c'est qu'avant la fermentation, toujours d'ailleurs maintenant, la fermentation, on met les levures et la fermentation, c'est un phénomène chimique qui fait que la température monte. Et au moment où le sucre se transforme en alcool, on peut monter à 25-30 degrés. Et à ce moment-là, on n'est pas encore en alcool, donc le jus de raisin se contamine. Et on mettait du soufre avant. Oui. Pour éviter la contamination. Oui. Et donc les gens disaient, ah, le rosé fait mal à la tête, mal au ventre. Oui. Nous, on fait, grâce au système de froid, ça nous permet de fermenter entre 15, on monte au maximum à 18 degrés. Donc pas de soufre et pas de perte aromatique. Tu conserves les arômes à cette température-là. Donc ça, c'est très important pour le... Pour ça, je dis pour le rosé, il y a une règle, c'est le froid. Alors, l'anesthésie. Alors, ça, c'est pour caler le SO2. Voilà. C'est très important, de manière à juste mettre la dose qu'il faut pour juste préserver le jus de raisin. Et là, un anesthésiste, quoi de mieux qu'un anesthésiste pour faire ça? Bien sûr. Donc, c'est le secret de fabrication de la Rouillère. Il y a beaucoup d'amour et un anesthésiste. Voilà, voilà. Alors, les cépages, Bertrand, parle-nous de ces noms qui sont chers à nos oreilles. Quels sont les cépages pour le rosé? Alors, les cépages rois du rosé, c'est le grenache et le cinsault. C'est la base. Après, on peut ajouter de la syrah, on peut ajouter du mourvèdre, on peut ajouter un peu de rôle aussi si on souhaite, mais la base, et c'est ce qui fait que les rosés de Provence sont les meilleurs du monde, c'est qu'on a le grenache et le cinsault. C'est pour ça que beaucoup de régions ont
essayent de faire du rosé, mais ne feront jamais comme nous, Non. parce qu'ils n'ont pas les cépages. Ça, c'est la base. Non. Et ensuite, ils n'ont pas le climat. Le climat est très important. Le climat, c'est le gros avantage, c'est qu'on a en Provence, bon, on a le Mistral. Et le Mistral, c'est le meilleur antiseptique, je sais de quoi je parle, c'est le meilleur antiseptique qui existe, puisque en général, quand il fait chaud, humide et qu'il a plu, c'est là où la maladie se développe, ce qui est logique. Et donc nous, en général, quand il a plu, derrière, il y a le Mistral. Et le Mistral sèche. Et donc, pas de traitement. Alors justement, je me permets d'intervenir. Magali m'expliquait ce matin que vous avez 114 parcelles qui permettent justement à ce que le vent passe, ce fameux Mistral, pour dégager des éventuelles maladies ou pour sécher. Oui, parce qu'on est tout en coteau. Oui. Vous regardez, on descend jusque bas de la plaine là, et on remonte de l'autre côté. Donc on est tout en coteau. Donc le gros avantage des coteaux par rapport à la plaine, c'est justement le Mistral passe. C'est ça. Même tous les vents passent finalement, parce que nous on a la mer là et la mer là. Donc on est vraiment entre le bout du golfe de Saint-Tropez et les plages de Pamplonne. Donc on est vraiment balayé par le vent et l'air marin. Et l'air marin, très Et important. l'air marin est important aussi parce qu'il a un petit côté iodé au rosé et je dirais il fait des rosés plus légers qu'on peut faire dans d'autres secteurs. Alors aujourd'hui, Bertrand, donc ce rosé que nous aimons beaucoup, dont on est extrêmement content qu'il ait été primé comme ça cette année, on le consomme dans les bonnes maisons tropéziennes. J'ai envie de parler du Sub, une amie commune, de Sénéquier, de beaucoup de restaurants, de plages également. Pour toi, quel est l'objectif, pour toi qui es effectivement un homme d'affaires aussi, un industriel, certes on voit un passionné, un amoureux, qu'est-ce que tu vises avec cette maison? Je ne pense pas que ce soit la quantité de bouteilles, c'est... Non, nous on veut vraiment, avec Magali, rester, garder ce côté familial de la propriété. Donc on veut pas, on fera jamais des millions de bouteilles, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment de faire 200, 220, 250, 270 selon les années, mais vraiment de notre ville qu'on a traité comme il fallait, qu'on a entretenu, qu'on a aimé, et avec laquelle on va faire du vin, et essayer de faire la meilleure qualité de vin possible. Et être dans les beaux endroits. Les brasseries de luxe. Voilà, ce que j'appelle les brasseries de luxe. Exactement, les brasseries de luxe. C'est notre objectif. Et on a commencé à être dans beaucoup de brasseries de luxe, que ce soit évidemment à Saint-Tropez, mais aussi à Lyon, un peu à Paris maintenant, et puis à Saint-Barth, Hong Kong, la Suisse, l'Allemagne maintenant, mais uniquement dans les beaux endroits, de manière à... Je trouve que les rosés de Provence, et pas seulement les rosés, mais les blancs et les rouges, méritent sont au niveau des grands vins maintenant français, voire des vins du monde. Alors ce métier, c'est 20 ans presque, puisque vous allez l'année prochaine fêter les 20 ans de ce domaine. Ce métier, cette terre, qu'est-ce que ça t'a appris? C'est énormément de choses. Par rapport à mes origines de citadin, industriel, du Nord, enfin avec tout ce que ça comporte comme valeur aussi, c'est l'humilité. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut. On peut améliorer beaucoup, on peut travailler au mieux possible, mais on est quand même tributaire de la nature, du climat, des éléments... merveilleux, d'ailleurs. Merveilleux climat. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'abord l'humilité. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que, quand on est à ce niveau industriel où je suis, ça permet de retrouver parfois les bases, c'est-à-dire c'est aider à travailler la terre, c'est aider à la mise en bouteille, c'est goûter les vins au moment de la vinification, c'est pourquoi pas à un moment donné dépanner un client, aller le livrer avec la camionnette, enfin, plein de choses qui font que ça te plaît. Le contact, au fond. Le contact avec les gens en direct, qu'on perd un peu quand on arrive à un certain niveau dans les affaires, ce que tout le monde sait. D'ailleurs, il y a une astuce, enfin en tous les cas, une petite particularité qui est propre à ce domaine, c'est le wine drive, qui est une façon d'être très au contact des conducteurs qui s'arrêtent devant cette très jolie maison et qui peuvent repartir avec leur caisse de vin. Oui, ça c'est une originalité de domaine de la Rouillère. J'appelle ça effectivement mon wine drive, en image avec le Mike Drive, parce que c'est vrai que c'est très pratique, les gens peuvent s'arrêter, ils peuvent déguster ce qu'ils ont envie de déguster et repartir avec des caisses de vin. Et ça, c'est très apprécié par les consommateurs qui n'ont pas toujours envie de rentrer dans le château, ce qui est toujours un petit peu... impressionnant. Pardon, impressionnant, un peu bon. Et donc, ils sont ravis de pouvoir s'arrêter. Ce qui n'empêche pas que s'ils souhaitent visiter, évidemment, le domaine, il n'y a aucun problème, bien sûr.
Oui, c'est un domaine qui est ouvert. Tu as fait déjà pas mal pas table d'hôtes, mais de dîners avec des convives de qualité, des amoureux du vin, des amoureux d'un certain art de vivre. Donc, on disait tout à l'heure que ce domaine est un des plus vieux domaines de la presqu'île. Quelle est l'origine de son nom, la Rouillère? Alors la Rouillère, c'est le ruisseau qui passe au travers de la propriété. Et c'est ce qui a donné le nom à cette propriété, mais qui est un nom ancien, puisque ça date de 1870, je pense à peu près. Alors, et tu disais une des... Et ça a toujours été un vignoble d'ailleurs. Oui, ça a toujours été un vignoble, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, à l'époque de Émile Olivier, qui était présent sur la presqu'île au château de la Moutte, peut-être venait-il déguster le vin de la Rouillère. Sûrement. Gérard Philippe, je crois aussi, était très présent sur ce domaine-là. Alors Gérard Philippe avait une partie des vignes apparemment. Mais il y a un pareil-image de l'époque du décès de Gérard Philippe, où on voit Gérard Philippe sur un tracteur et il est cité en dessous Gérard Philippe au milieu des vignes de la Rouillère. Voilà, c'est charmant. Alors, toi aussi, on te voit sur un tracteur, un beau tracteur rouge, arpenter tes vignes. Vous avez combien de temps de vendange là devant vous encore? Là, on a fait 5 jours et à mon avis, on a encore une vingtaine de jours. D'accord. Ça dépend un peu de l'évolution climatique. Donc ensuite, c'est retour à la cave où j'ai vu hier qu'il y avait 53 cuves. Vous sortez donc 2000 hectolitres. Oui, exactement. C'est important, c'est impressionnant. C'est un point récoltant, oui, c'est déjà un beau volume. C'est un très beau volume. Avec toutes ces cuves, vous avez pu voir ces cuves. Oui. Magnifiques. Magnifique. Toutes avec des systèmes de ceinture qui permettent de refroidir le jus de raisin et le vin et de le conserver à bonne température. Et puis surtout cette cave qui a été étudiée aussi par gravité. Parce que vous avez vu, en fait, la vendange arrive en haut, les cuves sont au premier niveau et en dessous, on a sous la terre les barriques. Ce qui permet d'éviter au maximum les pompes. Parce que les pompes, ça stresse le vin, et le vin, il est comme nous, il n'aime pas le stress. Donc moins le stress, mieux il se porte. D'accord. Le vin, il n'aime pas le stress, et le vin rosé, on le choisit avec les yeux. Oui. N'est-ce pas Bertrand? Et justement, nos yeux, ce matin, en prennent plein la vue, dans ce domaine magnifique que nous vous invitons à venir visiter. On peut visiter le domaine en appelant la Rouillère. Aucun problème. Voilà. Chacun est bienvenu. Et vous voyez qu'on est quand même, si vous êtes retourné, vous voyez qu'on a le village de Gassin et le village de Ramatuelle. Donc on est vraiment sur ces deux magnifiques communes. Voilà, un emplacement unique. Tout à Eh bien fait. Bertrand, moi je propose maintenant que d'avoir parlé de vin me donne envie de le goûter cette fois-ci. Alors nous allons peut-être commencer par ce rosé. Regardez la couleur de ce rosé, surtout vu à travers les vignes et le soleil. Hein, c'est ça qui est primordial dans un rosé aujourd'hui, c'est cette couleur. Claire, légèrement rosée, qui donne envie de le boire. Bravo et merci pour cette découverte merveilleuse. Il est vraiment très bon. Hein. Je confirme.